ici avec Marie Lobo qui allie en fait finalement différentes matières qu'on n'a pas pu penser en fait en duo. Elle les allie finalement à créer une histoire commune grâce à une technique de poésie qui est forte. Et puis à côté, nous avons également Cyril de Daudet qui a su en fait finalement créer une nouvelle génération d'or grâce à une technique matérielle et procédé qui est brevetée et qui permet donc du coup, grâce à cette nouvelle génération d'or, de lever la pression sur ce matériau précieux qui comme nous le savons tous, les métaux précieux en fait sont en surpression et donc deviennent réellement des métaux rares. Mais donc du coup vous ne travaillez pas que sur l'or, donc on abordera ça, on abordera toutes vos recherches en fait lors de cette table ronde. Donc est-ce qu'on ne commencerait pas plutôt en fait par une présentation par vous-même de vos travaux? Je laisse la parole à Marine. Bonjour à tous, merci. Moi je faisais à Lausanne la même, je suis professeure d'éducateur textile. Mes créations en fait mettent en lumière le dialogue entre la broderie, dont la broderie traditionnelle au fil métallique or, où je suis spécialisée. Et en fait, je fais dialoguer la matière et la broderie. Un premier projet où je mets en avant le plaquage de bois et d'écorce, où en fait la broderie s'incruste directement dans la matière. Ici, vous voyez plutôt une boîte à outils en fait, de ce que je peux proposer et que je développerai à l'avenir en revêtement mural. Donc, vous voyez de fil de coton et de fourniture métallique. Et j'ai aussi un autre projet où j'incruste la broderie dans les plaques de verre aussi qui sont destinées à la décoration intérieure pour de la cloison vitrée à plus ou moins grande échelle. Voilà, c'est vraiment pour aussi associer différents savoir-faire et travailler à plusieurs mains, avec moi en tant que brodeuse et avec d'autres artisans pour mélanger, faire dialoguer nos savoir-faire et nos matériaux. Bonjour à tous, Cyril de Ranlot. Donc moi j'ai fondé une société qui s'appelle Domé il y a 5 ans. Je viens d'un univers qui n'a absolument rien à voir avec l'univers dans lequel on est aujourd'hui, très créatif, très artistique. Moi je viens d'un monde très rationnel qui était la recherche, et en particulier dans le monde de la microélectronique pour faire en sorte qu'on ait des composants qui vont toujours plus vite et qui consomment moins d'énergie. Et dans ce cadre-là, on a besoin de nouveaux matériaux. Alors pas pour l'électronique de demain, mais pour l'électronique de dans 10 ans. Et en cherchant des nouveaux matériaux pour ça, j'avais la chance de travailler dans un laboratoire assez extraordinaire avec beaucoup de gens qui avaient plein de belles idées. On a réussi à faire des nouveaux alliages d'or, c'est-à-dire des nouveaux mélanges d'or avec d'autres métaux qui n'avaient jamais été faits. Au départ pour des problématiques de microélectronique, et puis finalement il s'est avéré qu'ils avaient des intérêts très importants d'un point de vue esthétique, en particulier parce qu'on a fait l'or 18 carats le plus blanc au monde. Donc l'or, il est très mou, d'accord? Donc généralement on le mélange avec d'autres métaux pour pouvoir le durcir, pour fabriquer notamment des bijoux. Et pour fabriquer un or blanc, on mélange, pour faire une bague à 18 carats, 3 quarts d'or avec d'autres métaux. Aujourd'hui on mélange avec des métaux qui sont encore plus rares et plus chers que l'or. Et moi j'avais réussi à faire ça avec un métal qui est très abondant dans la terre et qui coûte presque rien. Donc j'ai créé Domé pour essayer d'aller continuer la recherche, pour être capable d'aller faire ça. Au départ, on était capable de faire ça sur des bijoux plaqués. Et je voulais proposer à la bijouterie joaillerie d'aller faire ça en massif. Et puis finalement, de fil en aiguille, les maisons de luxe sont venues nous voir en nous disant mais peut-être qu'avec les nouvelles connaissances que vous avez en métallurgie de l'or, vous seriez capable de résoudre des problèmes de dorure qu'on a. Parce que le dorure, c'est bien, c'est sympa, on n'utilise pas beaucoup d'or, mais le problème c'est que ça ne tient pas dans le temps. Et on a beaucoup travaillé là-dessus pendant 2 ans. Il y a pas mal de groupes de luxe qui nous ont ouvert les portes de leur maison et donc on s'est coltiné pas mal de problématiques. Et vous voyez sur cette présentation, et puis vous avez ici dans les boîtes les
les vrais objets qui sont derrière ça. Aujourd'hui, on est capable de dorer à peu près n'importe quelle matière. Et quand je dis dorer, c'est dorer efficacement, c'est-à-dire dorer avec des durées de vie, des dorures qui sont très très longues. Donc voilà. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, alors, les plumes ont tendance à s'envoler un peu, mais bon, on travaille aujourd'hui essentiellement dans deux grands domaines du monde du luxe, que sont la maroquinerie et l'horlogerie. La maroquinerie, parce qu'on a mis au point un procédé très efficace pour la dorure de cuir, et puis l'horlogerie, parce que dans l'horlogerie, avec les montres métiers d'art en particulier, il y a beaucoup de matières différentes qui sont utilisées, et on est capable de venir embellir ça de façon un peu innovante. Voilà pour les grandes lignes de ce qu'on fait. On va peut-être dans le détail aussi. Alors, Marie, en fait, on voit les cours de création, mais peut-être qu'on peut les faire aussi un petit peu tourner. Je ne sais pas si on a là un peu pas passer du bout d'échantillon. En fait, comment vous est venue l'idée de broder des matériaux qui sont, voilà, vous n'imaginez du tout, en fait, des matériaux comme le bois, comme le verre, d'où est venue l'idée, en fait, au départ, le déclic? Le déclic, c'est simplement la découverte par surprise de ces matériaux. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du toucher et du ressenti de la matière. Et finalement, c'était pour apporter la broderie là où elle n'est pas encore. Et finalement, détourner les techniques traditionnelles pour les remettre en lumière et associer les techniques traditionnelles avec des nouveaux matériaux qui ne sont pas textiles. Et donc du coup, j'utilise le plaquage notamment et l'écorce comme une matière d'œuvre à broder comme un tissu. Voilà, mais c'est vraiment le toucher de la matière qui m'a inspirée et je me suis dit que ça pouvait être travaillé comme un tissu traditionnel. Donc pour broder du bois, qu'est-ce qu'on utilise comme outil en fait? Parce que c'est cassant le bois en fait. Oui, c'est vrai que c'est cassant. J'utilise des fils et des aiguilles comme toute brodeuse. Mon fil est ciré en fait pour quand même qu'il soit plus résistant au cas où de la casse. Mais ça ne change pas grand-chose en soi en fait, sur la broderie en général. Et sur le verre alors? Et sur le verre, alors ici j'ai plutôt été inspirée de la technique des jours à subtiler. Et en fait j'ai travaillé directement la fibre dolaire qui est de base tissée. Et en fait j'ai pu l'incruster dans les plaques de verre qui nous apporte une nouvelle matière. Et du coup je travaille aussi avec la cantille, un fil métallique torsadé. Et en fait c'est une chanson? Oui, voilà, c'est celui-ci. Et donc ce matériau résiste à la cuisson, et ce qui permet aussi de retravailler cette technique historiquement qui nous renvoie au Moyen-Âge et à la broderie militaire. Et du coup, ce qui permet aussi d'ancrer ces traditions dans la matière pour préserver le savoir-faire de la broderie. En termes d'application, vous arrivez en fait à faire des grandes tailles de tissu et de broderie. Alors, je suis limitée en termes de taille. Voilà, je suis limitée en termes de taille puisque les fours ne sont pas tous aux mêmes dimensions. C'est encore à l'état de prototype et de recherche puisqu'il y a beaucoup d'aspects techniques à mettre au point. Donc c'était aussi l'occasion pour moi, lors de ce salon, de présenter mes prototypes et de voir naître pourquoi pas des collaborations pour que justement je puisse développer davantage mes motifs et les dimensions que j'ai choisies. Imaginez plein d'applications. Cyrine, en fait, comment êtes-vous arrivée, on a fait un petit conséquence à votre parcours déjà dans la recherche, mais comment est-ce qu'on arrive justement à libérer la pression en fait sur une ressource telle que l'or, en l'occurrence? En fait, quelle était votre démarche pour y arriver et vos aboutissements et
y a d'autres investissements que vous aimeriez en fait atteindre dans les prochaines années? Oui. Alors, vraiment, le point de démarrage, c'était l'or blanc. Donc, cet or blanc 18 carats où on a réussi à mélanger de l'or avec du tungstène. Le tungstène, c'est un métal qui est très abondant et qui coûte très très peu. Aujourd'hui, quand on veut faire un or blanc, on mélange de l'or avec du palladium. Et le palladium, c'est encore plus rare et plus cher que l'or. Et souvent, on rajoute par-dessus un métal, une fine couche d'un métal qui s'appelle du rhodium. Sans doute, si vous avez déjà eu des bijoux en or blanc, vous savez que cette couche, elle disparaît. Et le rhodium, c'est le métal qui est encore plus rare, c'est le métal le plus rare dans la Terre, et qui dont le cours a explosé avec le Covid. Et donc, le point de départ vraiment de Domé, c'était, on avait réussi à fabriquer cet or blanc. Il faut se rendre compte qu'en Milan, il y avait eu 2 procédés pour fabriquer un or blanc, et on venait d'en proposer un 3e. Et le 3e était susceptible d'être intéressant, non seulement d'un point de vue financier, parce qu'on utilise un métal qui est moins cher, mais aussi et surtout d'un point de vue environnemental, parce que c'est une gageure d'un point de vue environnemental que d'aller chercher et d'aller utiliser derrière ces métaux précieux. Et donc, le point de départ, c'était vraiment un sujet métallurgique pour effectivement baisser la pression sur les additifs qu'on utilisait dans l'or, mais on gardait la même quantité d'or puisqu'elle est garantie par un poinçon sur un bijou, donc ça on n'avait pas à y toucher. Et finalement, le projet s'est élargi à la demande des maisons qui avaient pas obligatoirement des problématiques sur, à ce moment-là, parce qu'il y a 5 ans, le développement durable était encore une problématique d'image pour les maisons de luxe. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie problématique de business. À l'époque, c'était essentiellement pour améliorer leur image. Je veux dire, ouais, c'est clair, c'était ça. Aujourd'hui, ça devient un argument de choix pour beaucoup de clients dans le monde qui choisissent des produits en fonction des maisons, en fonction des efforts qui sont faits d'un point de vue environnemental. Il est important pour elles de pouvoir présenter des produits dans lesquels elles montrent qu'elles se distinguent aussi par la prise en compte de l'impact environnemental des produits et des matières qui sont utilisées pour fabriquer ces produits. Être capable d'aller faire du beau, du précieux, avec peu de ressources, c'est exactement ce qu'on fait avec la dorure, bah ça a un vrai sens environnemental. Et c'est en ça qu'on participe de diminuer la pression sur ce métal précieux, parce que son utilisation première, bon, bien évidemment, c'est toute la partie monétaire et lingots, donc ça on n'en parle pas, on continuera à fabriquer des lingots d'or et les banques centrales continueront à en stocker dans les couloirs. Mais par contre, être capable d'aller faire soit des bijoux, soit des produits de luxe avec un peu moins d'or, avec moins de métaux précieux, ça a beaucoup de sens pour les années qui viennent. Voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé sur ce chemin-là. Et donc avec votre procédé, en fait, est-ce qu'il y a une question de délai supplémentaire, ou bien au contraire, en fait, on gagne du temps par rapport à l'utilisation de l'or? Je ne dirais pas qu'on gagne du temps. Nous, généralement, aujourd'hui, on est équivalent on a un artisan d'art, donc on rajoute une étape dans la fabrication d'un produit, généralement sur une maison de luxe. On vient donner cette touche de design précieuse qu'elles n'ont pas obligatoirement sur d'autres produits. Donc on ne gagne pas de temps, ça leur rajoute une étape dans leur procédé de fabrication. Par contre, ça les oblige pas à transformer la chaîne de fabrication d'un produit. Et donc, en ça, c'est quelque chose qui est pas très contraignant. Réviser le temps sur une étape, la première, en revanche, en fait, exactement. Passer ce temps utilement, en fait. En fait, si on prend un exemple très concret, dans la maroquinerie, qui représente 60% du chiffre d'affaires des maisons de luxe, quand même, donc c'est quand même un gros sujet. Quand vous voulez faire quelque chose de précieux, généralement vous avez des pièces qu'on appelle les bijoux de sac qui sont en or massif. Domé permet aujourd'hui de transformer ces pièces en or massif par soit de l'apport d'or directement sur le cuir, et donc de venir personnaliser le produit pour des pièces uniques par exemple, ou bien sur des collections un peu plus larges en termes d'or,
qui sont des dorures, des couches minces, mais qui vont venir, soit on met beaucoup d'or et on est dans le luxe, soit on en met très très peu et on achète des bijoux, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais à l'entrée des supermarchés, ou voilà. Mais entre les deux, il n'y a pas. Et bien c'est ça que fait Domé, c'est cet entre-deux. Voilà. C'est qu'on permet de faire des dorures qui sont très qualitatives et qui permettent d'avoir des choses qui durent dans le temps. Voilà. Alors, vos deux démarches, moi je trouve qu'elles se rejoignent dans une recherche en fait, de solutions liées en fait, à la matière, à la ressource matériaux en l'occurrence, et à l'expérimentation surtout, parce que j'imagine, Marine, que c'est pas du premier coup en fait, qu'on arrive en fait, à broder du fil sur du verre, du bois sur nos matériaux, où j'ai pu voir tout à l'heure, je ne sais pas quels étaient les deux matériaux, et un fil doré justement, sur un quel était le matériau C'était du plaquage de Zebrano. En fait, j'ai posé un jason métallique or, qui est du coup une fourniture de broderie. Et c'était du coup un travail que je crée assez instinctivement, et en fait c'était pour confronter les lignes du plaquage, pardon, et retravailler la courbe avec le jason. C'est vraiment voilà, des expérimentations, du temps de recherche, mais ça reste. En fait, j'adapte vraiment mes fournitures de broderie, mes techniques aux matériaux que j'ai devant les yeux, que je peux toucher, manipuler. Et voilà, ça m'apporte parfois des choses intéressantes, parfois d'autres moins. Mais, et comment vous les choisissez justement vos matériaux au départ? C'est parce que vous voyez tout à coup un matériau quelque part que vous récupérez? Est-ce que c'est un processus d'échange, de discussion en fait, dans lequel vous travaillez? Comment vous les choisissez ces matériaux? Oui, en effet, c'est des rencontres. J'ai la chance de partager un atelier, donc on est plusieurs artistes. C'est des rencontres, c'est vraiment au feeling en fait. J'ai pas vraiment de façon de travailler hormis les techniques de broderie. C'est vraiment le matériau qui m'appelle et qui me fait imaginer la broderie qui s'adaptera à ses teintes, à son aspect, etc. Et si moi demain j'arrive en fait dans un marine, j'ai trouvé en fait ces deux matériaux, j'adorais les broder en fait ensemble pour créer un objet. Vous lancez tout de suite ou... Oui, bien sûr, c'est complètement possible, d'autant plus qu'on va créer ensemble et moi je pourrais vous conseiller sur ce qui est possible ou pas, donc oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a une logique d'économie de matière comme on a cette logique on la retrouve chez Domé? Est-ce que vous, dans votre logique, en fait, vous avez dit je vais choisir un matériau parce que comme ça, au moins, je ne vais pas en produire un autre? Ou est-ce que c'est plutôt en fait les trouvailles, l'envie d'expérimenter en fait ces matériaux? C'est plutôt l'envie d'expérimenter et de toujours détourner la broderie, pardon. C'est l'envie de sortir la broderie de ses tiroirs en fait, et de lui donner une nouvelle inspiration. Et vous, Cyril, en fait, du coup, il y a cette logique en fait d'économie de matière sur laquelle vous expliquez, en fait, vous êtes arrivé par l'expérimentation, pas forcément par une volonté directe, en fait, sur ce remplacement, en fait, cette nouvelle génération d'or. Mais maintenant que vous y êtes, en fait, sur cette logique d'économie de matière, est-ce que vous pensez que ça devrait être davantage poussé? Est-ce que ça l'est déjà beaucoup? Quelle est votre analyse, en fait, sur... Alors, davantage poussé, ça devrait l'être. Il devrait avoir beaucoup plus de commandes que ce qu'on a. Bon, après, charge à nous quand même d'avoir une petite production en face pour y répondre, ce qui n'est pas toujours la partie la plus simple. Ce qui est clair, c'est un des grands enjeux qui est devant nous quand même. On en parle, et puis on oublie. Et puis quand je vais sortir tout à l'heure, après avoir bien parlé, je vais faire comme tout le monde, je vais aussi oublier cette partie-là. La réalité, c'est que aujourd'hui, on a atteint avec l'or, je cite l'or, mais c'est les métaux précieux en général, on a atteint la même problématique qu'avec le pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en produit moins que ce dont on a besoin, parce que la population mondiale augmente et donc avec elle la demande de bijoux, qui est l'utilisation première de l'or, et puis aussi parce que toutes
Et quand on en trouve, il y a très peu d'or dedans. Bilan des courses, on en a vraiment besoin. Et il n'y en a presque plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper n'importe où, y compris dans les fonds marins. Maintenant, il y a beaucoup d'exploration des fonds marins pour essayer d'aller chercher des métaux précieux. J'ai même cru entendre dire un président qui allait mettre quelques milliards pour essayer d'aller continuer. Pardon, j'aurais pas dit. Et du coup, il y a une vraie problématique entre la demande et l'effet que ça a sur nos écosystèmes. L'écosystème, c'est nous, c'est tout ce qui nous entoure. Et donc, oui, il faut vraiment prendre ça en compte et se dire que la ressource, elle diminue réellement. Et c'est pas une vue de l'esprit. Et tous ceux qui travaillent avec ça. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Et moi, je suis personne pour dire ça. Mais je vais vous prendre un exemple financier en face. L'année dernière, pendant la crise du Covid, vous avez un des investisseurs américains les plus connus qui s'appelle Warren Buffett, qui a un peu plus de 90 ans, qui a vendu toutes ses actions dans les banques américaines, 580 millions de dollars, pour les mettre dans des entreprises qui exploitent des mines d'or. Donc on sait pertinemment que la ressource, elle manque énormément et son prix augmente considérablement. Et donc à partir du moment où la demande en plus est très forte, on risque d'aller vers une destruction assez importante d'un certain nombre de lieux environnementaux. Et avec, vous voyez, toutes les images de l'Amazonie qu'on va déforester, toute la biodiversité, et ainsi de suite, c'est une vraie problématique. Donc tout ce que vous voyez dans ces boîtes-là, c'est des choses qui vont, à leur échelle, essayer de faire en sorte de limiter ça pour essayer d'être capable d'aller faire du beau avec moins de ressources. Voilà. Ici pour de l'or et aussi avec l'or blanc, avec moins de palladium et moins de rhodium. Et donc, petite question curieuse, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une collaboration Marine Morveau, Domé sur de la broderie Je réponds en premier, j'ai une bonne idée, mais... Je pense que oui, ça peut être possible en imaginant une broderie uniforme sans couleur et du coup l'or la refaire vivre aussi. Oui, c'est complètement possible. Alors, moi je pense que c'est possible et qu'on va la faire, même sans doute un jour. Il y a quelque chose qui est certain, vous l'avez peut-être entendu dans mon discours, c'est que chez Domé, on n'a absolument aucune compétence créative et artistique. On répond à des demandes de gens qui proposent des designs, généralement des maisons de luxe, mais nous, on n'est pas capable de les proposer. J'ai entendu Marine dire tout à l'heure qu'elle imaginait les matières au gré comme ça facilement. Moi, ça m'est juste impossible. Ce qui m'est un peu plus facile pour moi, c'est de comprendre la différence entre un matériau et une matière. Et c'est ça qui finalement est le grand point qui fait qu'on a développé ça, c'est qu'on a abordé des problématiques que les gens se posent depuis très longtemps. On ne sait pas obligatoirement plus de choses qu'eux, on sait des choses différentes. Nous, on ne connaît pas ce qu'ils connaissent de l'or. Et c'est le cas, par exemple, j'ai entendu parler des fils d'or. J'ai aucune idée de comment on travaille avec des fils d'or. Et effectivement, en mêlant les connaissances des uns et des autres, on peut parfois avoir des résultats sympathique. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas créatifs, et avec votre créativité, on devrait pouvoir faire des belles choses. Et surtout, vous avez aussi le point commun de pouvoir intervenir sur plusieurs matières d'application, puisqu'on peut voir en fait également sur vos échantillons, on n'est jamais sur le même matériau au départ. Et ici, en fait, c'est pareil, on a des purs, on a du cuir, j'ai pu voir. C'est vraiment très diversifié, donc j'imagine que c'est pas mal de choses à faire. Comment est-ce que vous, pour le moment, en l'occurrence, Marine, vous travaillez justement en collaboration? En collaboration pour les pièces de verre, donc je travaille avec un maître verrier qui lui me permet de régler ces aspects techniques, mais ce n'est pas mon métier. Mais oui, le travail à plusieurs mains, justement, pour partager nos connaissances, mettre en application le savoir-faire, le geste et nos techniques. Et je pense que c'est des pièces uniques qui ont toute leur importance et leur valeur pour offrir nos créations.
prochaine étape pour l'application de la recherche innovation domaine pour se prendre tout le monde. C'est le point pour avoir un scoop. Non, je n'ai pas de scoop à vous donner aujourd'hui. Le grand point, aujourd'hui on fait moins de recherches qu'on en a fait. On est plus dans une phase où il faut qu'on étaye notre outil de production parce qu'on devient beaucoup trop petit par rapport à la demande. Et ça, c'est devenu criant avec la crise du Covid, c'est en train de se renforcer. Donc on risque même d'aller licencier nos procédés vers d'autres personnes pour pouvoir adresser plus de gens. En termes de R&D, le gros enjeu pour nous, et pour moi qui suis métallurgiste de formation, ça serait d'être capable de proposer un jour en massif, ce qu'on a été capable, l'or blanc massif, qu'on a été capable de faire en plaqué. Parce que là, on résoudrait une problématique non seulement aujourd'hui Domé est capable de fabriquer les premiers bijoux en plaqué or blanc au monde, qui n'existent pas, il y a des plaqués or jaune et rose, mais il n'y a pas de plaqué or blanc, parce qu'il n'existait pas avant qu'on arrive un or blanc qui soit à la fois blanc et non énergène pour la peau. Si on était capable de faire ça demain avec les mêmes matériaux en massif, ça serait au-delà des débouchés marché, business, ça serait d'un point de vue environnemental quelque chose de fondamental parce que ça permettrait de remplacer 2 des 4 métaux les plus rares dans la Terre par un qui est extrêmement abondant. Et ça, c'est très 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 important pour les générations futures. C'est une bonne nouvelle. Ça serait une super nouvelle. Ouais. Mais il y a un peu de travail. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans de précision. Alors, ce que vous dites avec l'or, ça me fait penser à, si je ne me trompe pas, le diamant, où on a trouvé une molécule ou un atome équivalent, je ne sais plus le terme, le zircon ou quelque chose comme ça, peut-être pas, mais j'avais suivi un reportage où on disait qu'on savait faire un équivalent avec autre chose, et donc toute l'industrie avait dévalué l'équivalent, parce que le diamant a toute une dimension marketing et une valorisation à un prix. Là, vous expliquez que vous répondez à des demandes pour des maisons de luxe, donc j'imagine qu'il y a quand même une possibilité de faire valoir votre production, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un moment, une dualité entre ce que vous produisez et l'or qui est extrait avec tout ce que ça représente derrière en marché et en masse de travail? Alors ça, c'est un point fondamental. Donc la comparaison avec le diamant de synthèse que vous faites, effectivement le diamant, donc c'est des atomes de carbone qui sont les uns à côté des autres, et on a trouvé un moyen d'être capable de fabriquer du diamant. Non pas d'aller utiliser que celui qu'on va chercher dans les mines, mais d'être capable de le fabriquer. Et effectivement, les diamantaires historiques ont vu attaquer leur marché et donc se sont mis avec un lobbying très très fort. Ils sont extrêmement puissants je ne sais pas à dévaluer, mais en tout cas à essayer de minimiser l'intérêt du diamant de synthèse pour pouvoir continuer à vendre leur diamant naturel. Et donc il y a une opposition actuellement sur le marché entre ces deux points. Nous, on ne fabrique pas un matériau. Nous, on ne fabrique pas un or de synthèse. On utilise des métaux qui existent et on les mélange différemment, ou bien sur les dorures que vous voyez ici en jaune, il n'y a pas de mélange, il n'y a que de l'or pur, en or 24 carats. On embellit, donc on utilise l'or avec moins de matière. Par contre, vous avez raison, le sourcing est quelque chose de très important. Et ça, chez Domé, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, c'est-à-dire d'où viennent les matières premières avec lesquelles on travaille. C'est généralement la première question qu'on nous pose quand un projet nous est proposé. D'où viennent, et il faut qu'on donne le nom de la mine, d'où vient l'eau. Donc on travaille soit avec de l'or recyclé. L'avantage de l'or recyclé, je vais prendre 2 petites minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de marketing derrière tout ça. L'or recyclé, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impact minier, puisqu'il a déjà été sorti, il a déjà été utilisé et on le recycle. Donc, il n'a pas d'impact environnemental fort. Par contre, il ne faut pas obligatoirement penser que les gens aujourd'hui, les bijoutiers qui vous vendent de la bijouterie avec de l'or recyclé, que c'est quelque chose de nouveau. Ça existe juste depuis la nuit des temps. D'accord ? Il ne vous viendrait pas à l'idée de jeter une bague. Ça n'est jamais venu à l'idée que ce soit sur la planète depuis des milliers d'années. Donc on recycle l'or depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est bien de le dire d'un point de vue marketing, donc on le dit un peu plus. Mais ça a toujours existé. Et l'autre sourcing d'or, par contre, on a chez Domé, c'est qu'on est un fournisseur certifié Fairmine, qui a un label particulier.
qu'on octroie à quelques mines dans le monde, en l'occurrence une dizaine de mines, et c'est du commerce équitable. C'est-à-dire qu'on paye l'or un peu plus cher que son cours normal, et avec cette prime qu'on donne, les communautés d'artisans mineurs ont un peu plus de moyens pour pouvoir aller développer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et en particulier, il n'y a pas d'enfants dans les mines, tous les enfants sont scolarisés, petites filles, petits garçons, les salaires des hommes et des femmes sont élevés. Donc cette problématique du sourcing sur les matières premières, elle est effectivement très importante, mais par contre, on n'a pas, nous, et je me bats fortement pour ne pas rentrer dans ce cadre-là, on n'a pas, nous, la même problématique que les gens du diamant de synthèse, parce qu'on ne fabrique pas une matière. On l'utilise différemment, mais on ne la fabrique pas. Autre question? Je veux bien vous poser une à Marion cette fois-ci. Comment vous vivez, mais pour le coup vous êtes une créatrice, et comment la création que vous faites, elle n'existe pas? Est-ce que vous êtes plutôt sur un public de particulier qui va acheter vos créations? Est-ce que vous êtes sur un public vraiment artistique, où vous faites des œuvres et vous les proposez sur quelques événements, des créations? Ou est-ce qu'il y a aussi des commandes un peu pour l'industrie et le luxe? Alors du coup, ça regroupe un petit peu tout. Effectivement, j'ai une clientèle de particuliers, des tableaux sur mesure, des tableaux décoratifs textiles. Et effectivement, en demande particulière aux prescriptions, donc là où je travaille pour les architectes et les décorateurs, et du coup je leur propose, ils ont un besoin et du coup j'adapte moi aussi encore une fois mon travail à leur demande. Je peux quand même leur proposer quelque chose avec ma patte, et tout en l'adaptant à leur demande. C'est vraiment particulier, professionnel, et donc du coup je m'inscris dans des créations haut de gamme et luxe sur mesure. Et donc on peut envisager que les échantillons qui sont là peuvent faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de haut. Tout à fait. Voilà, vraiment, ici, c'est vraiment une boîte à outils où sont mes recherches que j'effectue depuis plusieurs mois. Et au fil de l'évolution de mon entreprise, c'est des choses que je vais développer à plus grande échelle. Et pour du revêtement mural, ça peut être des incrustations sur du mobilier d'exception. Et pour les pièces de verre, donc de la paroi, des boutons de porte, des devantures de meubles, vraiment ça. Mon souhait c'est que vraiment ça s'adapte à tout type de produit. J'ai une question. J'ai une question un peu sur le live Instagram qu'on est en train de faire sur l'association French Crafts qui co-organise, je précise pour l'intervention, cette conférence. Je pense que ça s'adresse à Cyril. Comment se procurer de l'or ou de l'argent recyclé? Qui sont les fournisseurs principaux? Les fournisseurs principaux sont les mêmes que ceux qui vendent de l'or non recyclé. Alors, dans la chaîne de l'or, il y a des gens qui produisent dans des mines, qui vendent à des affineurs, c'est-à-dire des gens qui purifient l'or, parce que l'or qui sort des mines, c'est pas de l'or pur, il y a un petit peu d'autre chose avec. Donc il faut affiner, et ces affineurs nous vendent de l'or. Et ces affineurs sont aussi des gens qui récupèrent les déchets, donc qui sont aussi ceux qui font le recyclage. Et donc du coup, quand on achète à ces gens-là, on peut soit leur demander de l'or qu'on va appeler de l'or primaire, c'est-à-dire de l'or qui vient des mines, ou bien on leur achète de l'or recyclé. Et donc c'est eux qui garantissent sur la chaîne la traçabilité, le fait qu'on achète de l'or qui est recyclé. Voilà. Donc après, je ne vais pas obligatoirement faire de la publicité ici, il y en a tout un tas, mais les acteurs qui vendent de l'or aux entreprises, je ne parle pas aux particuliers, on peut leur acheter de l'or recyclé ou bien de l'or primé. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions, a priori. Et merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci Cyril, merci Ariane pour ce partage en fait de savoir-faire passionnant.